où avec Jacques Loury, mon suppléant sur cette troisième circonscription. Donc nous sommes candidats du Front de Gauche. À 3 jours du premier tour, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette soirée autour de la question du travail. Certes, aujourd'hui, beaucoup d'inquiétudes, aujourd'hui mais comme hier, beaucoup d'inquiétudes par rapport à la question déjà de l'emploi, puisque on apprend aujourd'hui, pas comme par miracle, mais qu'il y aurait 45 000 plans d'emploi, plans de licenciement qui avaient été mis cachés dans certains tiroirs d'entreprises à la demande de la droite qui aujourd'hui ressurgissent et qui risquent d'être supprimés, qui s'ajoutent malheureusement à tous les milliers d'emplois qui ont été supprimés dans ces 5 dernières années. Mais en même temps, on peut faire le constat, pour ceux qui sont au travail, mais aussi pour ceux qui côtoient aussi des salariés, que plus on supprime d'emplois dans notre pays, plus c'est difficile pour les travailleurs de faire leur travail eux-mêmes, qui sont en situation d'emploi. Je ne fais pas de dessin, les conditions de travail, les cadences accélérées, les suppressions d'emplois qui sont reportées, les heures supplémentaires plus ou moins imposées, le travail du dimanche, notamment dans le commerce, on va le voir. Donc des conditions de travail de plus en plus difficiles et un travail qui est de plus en plus déconsidéré, que ce soit au niveau de la prise en considération des qualifications, mais aussi des salaires qui stagnent, voire même qui reculent en pouvoir d'achat, la précarisation de l'emploi, la smicardisation, ce mot n'est pas très joli, mais c'est quand même un constat qu'on peut faire dans notre pays, et le droit du travail qui a été de plus en plus attaqué et démantelé ces dernières années. Donc voilà, des enjeux quand même qui sont devant nous, nous, le Front de Gauche, mais j'espère bien devant toute la gauche, demain, après le 17 juin à l'Assemblée nationale, des enjeux que nous, en tout cas, nous voulons relever en tant que candidats, mais nous, militants, et je pense que vous, qui êtes là ce soir aussi, relever pour que les salariés actifs, mais aussi ceux qui souhaitent avoir un travail, puissent participer. Donc c'est pour cette raison, cette période-là, au moment de la campagne de présidentielle, que Marcel Tria, je pense que certains d'entre vous connaissez, qui est réalisateur, qui a fait beaucoup de documentaires autour de des questions sociales, a décidé de faire un documentaire en s'adressant à des salariés par rapport à leur qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à leur travail, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Le documentaire s'appelle rêver le travail. C'est joli, en même temps, ça montre bien aussi ce que les hommes et les femmes aspirent dans leur objectif quand ils sont au travail. Il a été aidé, accompagné par Cécile Mabilot, qui est titulaire d'un DEA en sociologie, qui est aujourd'hui étudiante dans le cinématographie documentaire. Et donc, ils ont décidé tous les deux de mettre leurs compétences pour réaliser ce film. Nous, ce qu'on vous propose pour l'introduction à notre rencontre, c'est de visionner ce film. Qu'ensuite, comme on l'a mis dans l'invitation, les uns les autres, on puisse donner à voir nos expériences vécues en ce moment, ou alors vécues avant, en tout cas les témoignages qu'on entend autour de vous, et notamment vos propositions pour améliorer le travail pour les hommes et les femmes de ce pays, et pas uniquement le travail, mais le sens de la vie des hommes et des femmes de notre pays. Voilà, donc je vous propose qu'on regarde ça, puis ensuite on aura un petit débat, et avec Jacques, on vous donnera aussi un petit peu ce que nous on a pu faire dans la campagne à 3 jours, sur quoi on a aussi beaucoup axé notre campagne et nos propositions en lien avec l'emploi et le travail. Je pense qu'on a eu plein d'échos à travers tout ce qu'on a entendu. Et moi, j'ai trouvé que c'était bien, quand je l'ai visionné avant, c'est que là, vous voyez plusieurs sphères du travail, aussi bien l'ouvrier d'entreprise, la caissière de l'Uberpresse, peu importe, de grand commerce, le magistrat, l'infirmière, enfin, tout le monde apporte la jeune femme qui est la précarité, tout le monde apporte on voit plein de choses communes entre tous, le besoin d'être reconnu dans son travail, pas rien qu'au niveau, il y a le salaire évidemment, et pas rien qu'au niveau du salaire, et puis qu'est-ce que produit le travail pour les individus et en termes de vie sociale, on voit bien comme quoi c'est important, donc un peu avec Yves Clos qui donne son appréciation, après on va dire on est pour, on est contre, en même temps qui montre bien que aussi pour
créer des mobilisations et des luttes autour, pas que de la question de l'emploi et la question du travail. Il faut aussi que les uns les autres, les salariés, les travailleurs, soient aussi fiers de ce qu'ils peuvent porter et quand, dans leur travail et ce qu'ils peuvent apporter à la société. Et moi, je trouvais aussi ce que s'est beaucoup développé ces années. Je ne sais pas si vous avez connaissance de l'appel des appels avec Roland Gori ou avec d'autres. C'est aussi de plus en plus, beaucoup de gens autour de nous le disent, c'est l'impression de perdre le sens de son travail. Hein, que ce soit le travail humain, des relations avec les hommes et les femmes, avec les enfants, hein, je pense l'enseignant, le travail social, la santé, toutes les sphères de relations avec les humains, mais aussi dans le travail productif, industriel, de service, de transport, etc. J'ai l'impression de gâchis humains, gâchis sociaux, gâchis économiques, hein, en dernier, gâchis donc financiers aussi, et l'impression de ne pas se retrouver du tout dans le sens du travail et puis dans le sens de soi-même. Voilà un petit peu ce film. Je n'ai pas plus à dire, plus en tant que candidate, je dirais, on a rencontré avec Jacques, évidemment, sur cette troisième circonscription, il y a beaucoup d'entreprises, dans l'industrie, beaucoup de restructuration depuis ces 5 dernières années, hein, les retournées, Jacques va plus souvent que moi-même, comme Jean-Lis sur le bassin de Thomson, devant beaucoup d'entreprises, à midi, devant, on était pas loin de Sim Electro, là, qui est en train d'envisager une délocalisation en Chine par rapport à la grande question de la concurrence, mais aussi un bassin d'emploi et de vie avec beaucoup de jeunes. Hein, c'est la conception qui a beaucoup de moins de 25 ans, hein, je crois que c'est 26-27% par rapport au reste du département. Donc la question, là, avec la jeune fille, la question de la précarité, de la recherche d'emploi. Et du coup, cette question entre le travail et l'emploi, des fois, qui se tapent, en disant, c'est pour certaines personnes, certains jeunes qui sont en recherche d'emploi, moi, ce que je veux, c'est un travail, un emploi. Donc, après, j'ai bien aimé ce que disait Yves Clos, la question de l'emploi, elle peut être aussi interrogée à travers le travail. Donc, mais aussi beaucoup d'entreprises dans le service public, hein, sans être cloisonné sur notre troisième circonscription. Je pense notamment au CHU. Hein, on voit bien que les questions, le problème de l'emploi et de la souffrance au travail sont importants. Mais aussi dans tous les services publics, l'enseignement, etc. Je crois qu'on a eu beaucoup, pendant cette période de campagne, même avant, de témoignages de ce qu'il fallait complètement changer en termes d'organisation du travail, reconnaissance des salariés et par rapport aussi au salaire et donner des nouveaux droits. Et pour ceux qui connaissent un petit peu notre plaquette journal de campagne, on s'est beaucoup attaché dans la campagne à aborder cette question de redonner des nouveaux droits, des nouveaux pouvoirs, de donner des nouveaux pouvoirs aux salariés de l'entreprise, aux représentants, parce qu'en même temps on fait le constat que ce n'est pas spécialement le patronat aujourd'hui, je parle du grand patronat, mais qui est capable de relever le défi de l'emploi et de l'avenir économique de notre pays, et que si on entendait des fois les propositions, si c'était pris en compte, par exemple, prendre en compte réellement les propositions des salariés dans leur entreprise, il y aurait certainement des stratégies industrielles intelligentes, même, hein, qui respectent l'environnement, qui respectent les hommes et les femmes qui travaillent, qui seraient mises en place. Et donc, moi je l'ai beaucoup dit, souvent dire, une nouvelle loi de démocratie sociale, ça ne ferait pas de mal dans notre pays. Hein. La dernière, c'est les lois Auroux, hein, donc ça date un petit peu quand même. Bon, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est la dernière. Et il faudrait redonner des droits aux salariés pour leur permettre, c'était dit d'ailleurs par l'ouvrier de Savoie, de pouvoir avoir des droits de veto, hein, donc suspendre les plans de licenciement, mais pas que ça, de pouvoir se faire entendre sur des plans de stratégie industrielle. On a l'exemple en France avec, c'est un des exemples médiatisés, hein, il y en a d'autres, avec Agemenos, avec Fralib. Mais moi je me rappelle avoir reçu avec certains d'entre vous les représentants des salariés de ex-Nestlé, Baricaibo, hein, qui avaient justement un plan de développement pour leur entreprise. On peut parler aussi, par exemple, sur les transports, ce que produisent les cheminots, notamment la CGT, sur quel développement des transports et du fret ferroviaire dans notre pays, y compris dans notre département. On voit bien qu'il y a des intelligences qui sont gaspillées, qui sont utilisées dans notre pays et qui seraient bonnes pour tout le monde.
voilà un petit peu sur la jeunesse, la précarité, l'emploi, comment faire reculer la précarité, donc peut-être aussi des lois à produire pour la faire reculer, la taxer, en premier, pour qu'elle n'existe plus, mais déjà taxer et empêcher l'emploi précaire. On voit bien intérimaire à tel endroit, à côté d'ici, Chevigny par exemple, on a supprimé l'entreprise à Dijon, et quelques mois après à Chevigny, on avait supprimé l'entreprise et des emplois, et quand on rencontre des salariés de Zamora, il y avait je ne sais combien d'intérimaires. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est vrai que c'est des exemples concrets que nous vivons quand même tout près de chez nous, et avec des amis et des gens autour de nous. Voilà un petit peu, très rapidement, mais je pense que je vais laisse la parole. Dans un premier temps, dans la mesure où les forces démocratiques arrivent majoritaires au Parlement ces prochains temps, ne pense-t-on pas qu'un certain nombre de dispositions élémentaires, telles que l'interdiction formelle de licencier des gens à partir du moment où le comité d'entreprise ou les salariés tout seuls constatent que, en fait, tout ça, ce n'est que pour augmenter la part de bénéfices, de profit qui va être réalisée l'année suivante. Moi, je crois que ça, c'est une mesure qui peut redonner quand même un certain sens à la valeur du travail et à la valeur de chaque salarié dans l'entreprise. Une deuxième mesure qui me paraît indispensable, c'est que là où il y a des élus, dans un premier temps toujours, c'est de faire en sorte que ces élus, et ça a été dit d'ailleurs, un droit de veto, c'est-à-dire une possibilité de dire non monsieur, au moment de discussion importante sur l'avenir de l'entreprise, sur des questions courantes de gestion de la boîte, lorsqu'on a une réunion mensuelle, lorsqu'on a, etc., etc., non monsieur, non messieurs, on n'est pas d'accord parce que, voilà, en réalité vous faites tant de bénéfices, vous allez reverser tant dans la caisse des actionnaires, et vous nous demandez encore en plus de faire saigner un peu plus le burnou. Je crois que ça, c'est des mesures qui peuvent être prises rapidement, ça. C'est des mesures, j'allais dire, du député lambda, quoi, dans un premier temps. Au-delà de cela, je crois qu'il y a une reconsidération de la manière dont le travail peut être conçu. À savoir que je partage l'idée qui a été émise par l'ouvrier, là, suivant laquelle le travail, il doit pouvoir ennoblir celui qui réalise l'objet ou les objets en question. Que ce soit une dame qui fait de la confection, que ce soit une infirmière qui soigne ses malades, que ce soit un chaudronnier qui construit un ensemble mécano-soudé. Mais cette valeur n'atteint véritablement son but que dans la mesure où l'ouvrier en question, il est l'artisan de l'affaire. S'il n'est qu'une fraction de 1 sur 2000 ou 1 sur 100 000, je veux dire que là, la dévalorisation, elle est totale. Et il n'y a plus de capacité véritable de fabrication. Il est tributaire de tout un tas de, comment dirais-je, d'intervenants extérieurs, et il ne compte qu'un pour la fraction. Quoi, Alors que si il est véritablement l'artisan de la fabrication, alors bien sûr ça serait dans l'absolu, c'est qu'il serait capable de faire tout, mais on sait bien que pour réaliser par exemple une locomotive, il faut être plusieurs, il faut un certain nombre d'intervenants, mais je veux dire par là que le groupe qui fabrique tel ou tel produit, eh bien, il puisse dire, oui, c'est nous qui avons fait ça. Je prends l'exemple de ce que j'ai connu dans l'industrie, des gens qui fabriquaient, par exemple, des locomotives à Belfort. Ils étaient capables de dire, voilà, nous sommes capables de faire ça. Vous voyez, ça roule, ça marche. Et ça marche tellement bien qu'on tire des trains lourds, on tire des wagons de marchandises et des voyageurs, etc., etc. Ceux qui ont fabriqué des avions comme Airbus, je veux dire par là qu'ils ont une certaine fierté de dire nous, on est capable de faire ça. Et ça, en ce sens, je pense qu'on tire les gens
on tire les salariés vers le haut. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement le rôle de former ou de transformer une partie des matériaux qui leur sont confiés pour faire tel ou tel objet, mais ils sont capables d'envisager la réalisation de tout un ensemble et donc par là d'être valorisés et en même temps de trouver les forces nécessaires pour faire valoir leur capacité, leur savoir-faire et leur valeur intrinsèque dans l'entreprise. Ces forces-là, dans la mesure où on donnera aussi des salaires décents. Moi, j'ai une fille qui est dans la fonction publique, qui s'occupe de 5 autistes profonds. Elle est au SMIC. Bon, ben, c'est vrai qu'elle a un métier difficile. Donc, moi, je voudrais... Enfin, il faut pouvoir le faire. Hein. Et en fait, il n'y a pas de rémunération derrière. Donc, la revendication qui était du Front de gauche, qui était à 1 700 €, je crois qu'il faut vraiment s'y tenir parce que c'est une des composantes pour que les gens s'intéressent aussi à leur métier. Je pense qu'évidemment, on ne peut pas, comme vient de dire le camarade, pouvoir tout de suite prendre des réformes qui endiguent certains plans de licenciement. C'est un moindre mal et on pourrait déjà s'en contenter avant de réfléchir. Mais je crois qu'il nous faut aussi, malgré tout, dans la période de cette société qui est malade, replacer le travail au centre de l'épanouissement humain, c'est cette fameuse proposition identitaire qu'est la sécurité, l'emploi et de formation. Je crois que, de ce point de vue-là, ça tordrait le cou quand même à tous les recours qu'ont les patrons, recours à différents statuts. Différents statuts, que ce soit de l'intérimaire, du CDD, de l'alternant, etc. Toute cette précarité qui prend toutes les formes qu'on connaît et qui existe aussi, bien évidemment, c'est Philippe qui le disait tout à l'heure, à la SNCF. Je crois qu'effectivement, c'est d'une mesure législative telle qu'a été la sécurité sociale à sa création en 1945 qu'on a besoin aujourd'hui. Je pense qu'il nous faut s'approprier cette mesure-là et la vulgariser, parce que vous dites les communistes, vous faites une proposition d'une sécurité d'emploi et de formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, mais expliquons-nous que la vie va être faite aussi de séquences d'inactivité, pas forcément de chômage, mais d'inactivité, de reconversion, de formation. Faut-il avoir peur des technologies nouvelles? Comment on appréhende la modernisation? Comment on appréhende l'automatisation qui gâche en fait beaucoup de malheur? Donc appréhendons ça, mais trouvons un statut qui protège l'ensemble des salariés qui sont confrontés à ça. Sans quoi, le capital trouvera toujours des solutions pour trouver le moindre recours. Moi, à la SNCF, Philippe en parlait tout à l'heure, mais il y a des notions nouvelles qui interviennent. Moi, les copains qui entretiennent les voies où on roule à 320 km/h tous les jours, sous prétexte, alors on a des cahiers des charges à respecter, parce que sur la sécurité, on ne badine pas. On ne badine pas quand des TGV se suivent à 320 km/h tous les 4 minutes. On en parle plus quand il y a une caténaire qui a arraché, parce que les gens sont restés 5 heures sur le cul. Mais cela dit, il y a une technologie formidable dont on ne parle pas tant que ça marche. Mais seulement on fait admettre aux cheminots que quelquefois, lorsqu'ils revendiquent des moyens supplémentaires humains, parce qu'ils se disent, là, la voie, elle ne va pas tenir, si on veut rouler en toute sécurité et en grande qualité, on nous répond, mais vous êtes aujourd'hui en surqualité. Vous êtes en surqualité. Et donc, on fait admettre qu'on peut avoir recours à de l'emploi plus précaire. Et donc, une qualité de travail beaucoup moindre. Parce qu'on ne va pas faire du 4 étoiles sur les voies. Hein. Grosso modo, on finit par nous faire admettre ça. C'est intolérable. C'est intolérable. Et ça masque derrière toutes ces possibilités qu'ils ont derrière pour dire, si on dégrade un peu cet entretien-là, on peut avoir recours à un main-d'œuvre moins qualifiée, etc. Donc, des économies d'échelle sur les ressources humaines. Donc, voilà. Moi, je crois que si on déroule bien la plate de cette proposition-là, il faut qu'on y revienne. Hein. Qu'on y revienne, et puis parce qu'elle est importante, et je crois qu'on est les seuls, dans toutes les formations politiques à gauche, d'avoir une proposition de loi aussi innovatrice que celle-là. On se souvient qu'en 2007, le candidat Sarkozy avait fait d'un point fort de sa campagne la valeur travail. Or, depuis 20 ans, 30 ans, à peu près, hein,
discute, le capitalisme a été un fossoyeur de la valeur travail. Ça me semble très important parce que essayons d'imaginer ce qui se passe. Par exemple, quand dans un bassin comme le bassin minier en Saône-et-Loire, le Creusot, où des gens mouraient au travail mais en même temps étaient fiers, et leurs enfants portaient par rapport au travail un regard compliqué, puisque à la fois ils avaient vu souffrir leurs anciens, parfois même mourir, ou disons mourir à petit feu de maladies professionnelles, mais en même temps véhiculaient une grande fierté par rapport à la question du travail. Alors c'est ambigu, c'est compliqué, mais essayons d'imaginer les ravages qu'ont pu faire dans ces zones-là, en Lorraine par exemple, et c'est à voir aussi, ou dans le Nord avec la montée du Front National, hein, qui n'est pas indifférente à cette question-là, enfin qui n'est pas séparée. Ça a été vraiment un véritable enterrement de la notion de travail. Hein. Et dans la dernière période, la montée en puissance des méthodes de management à l'américaine avec un stress voulu, puisque c'est des théoriciens qui disent que finalement les hommes doivent être maintenus en permanence en situation de stress pour être plus créatifs, que rien n'est pire que la sécurité dont parle Eric, là par exemple. Donc ça, cette valeur travail, elle en a pris plein les dents. Et après, c'est non seulement ceux qui ont été licenciés, qui ont perdu des emplois dont ils étaient fiers malgré la dureté, mais par exemple leurs enfants et toute la jeunesse qui est autour, pour qui la valeur travail, c'est la signification de l'aliénation de leurs vieux. Et donc ça, c'est un rabotage terrible. Alors le Front de gauche, finalement, il a apporté un souffle nouveau sur le plan politique en mettant l'humain d'abord. Et c'est vrai qu'au-delà de la question de l'emploi, il y a la question du bonheur, une revendication du bonheur au travail. Enfin, du bonheur, oui, moi je crois qu'on peut oser dire ça. Ça semble évidemment utopique, parler de bonheur au travail quand les gens en chient comme aujourd'hui, souvent, dans la plupart des cas. Et je parle même de travaux qui ne sont pas forcément directement pénibles sur le plan physique. Moi, j'ai été enseignant pendant toute ma vie, et sincèrement, les dernières années, je pense qu'on a cassé une partie je dirais pas du bonheur, parce que je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu tant que ça, mais disons quand même de l'intérêt que les gens portaient à leur travail, en remplaçant tout doucement la réflexion collective par des injonctions de plus en plus bureaucratiques, avec derrière toujours la question de l'économie, hein, de transformer, d'être comme à l'hôpital sur des plans comptables, hein, parce que c'est ça, la suppression des postes, tout est moins cher, quoi. Tout est moins cher au capital, et faire que ce soit les utilisateurs qui payent d'une façon ou d'une autre. Hein, par exemple, le soutien scolaire, puisqu'on voit maintenant des publicités pour ça dans le secteur privé. Alors voilà, je pense que là, ça semble un peu utopique, mais ça va être une chose que peut apporter le Front de gauche, de se battre sur tous les plans, y compris sur celui un peu comme le titre du film, de rêver d'autre chose au travail. Parce que sans cette utopie-là, on est obligé de se contenter de l'emploi. N'importe quel emploi, auquel y compris on condamnerait des gens qui ont perdu le leur, et vous n'êtes pas content, premier essai, bon, vous n'êtes pas content, bon, deuxième essai, et après, vous devenez un poids pour la société. C'est du moins ce qu'on veut nous mettre dans la tête. Donc, c'est une bataille de longue haleine, de revendiquer le bonheur finalement revendiquer le bonheur dans la vie et le revendiquer y compris au travail. Il y avait le plein emploi, ou en tout cas le chômage n'avait pas encore fait les dégâts que l'on a connus à partir des années 80, on va dire, hein, où le travail était vécu, je dirais, aussi comme une aliénation, et que une des aspirations, puisqu'on avait du travail, était de s'en échapper. Hein. Il y avait quelques livres qui sortaient, travailler 2 heures par jour par exemple, des livres utopiques qui montrent qu'à une époque, on n'avait pas tout à fait la même vision du travail, et les revendications collectives qui pouvaient s'exprimer sur le travail étaient aussi un peu différentes. Dans les années 70, je me rappelle à l'époque, moi j'étais syndicaliste à la CFDT,
nous avions un programme de revendication qui était de mise en place de conseils d'atelier, de conseils de service, de manière à ce que ce ne soit pas simplement la représentation syndicale qui soit, je dirais, le facteur de maîtrise, ou en tout cas de cadrage du travail, mais que ce soit l'ensemble des salariés qui puissent, à travers des organisations du travail et à travers des contrôles des conditions de travail, qui puissent peser réellement sur le travail. Alors évidemment, après 30 ans, à peu près 30 ans de chômage, la question est différente aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui prédomine, c'est il faut un travail pour chacun, il faut des moyens pour vivre, parce qu'il y a 3, 4, 5 millions de chômeurs, et que la pression du capital est tellement forte qu'elle a détruit ce qui pouvait, ou en tout cas une large partie de ce qui pouvait être vécu comme positif, enrichissant pour une grande majorité des salariés. Mais je crois quand même que malgré cette pression du besoin du travail et de la nécessité de travailler qu'on met en avant aujourd'hui, c'est quand même ça qui est la revendication la plus importante, aux côtés des revendications que le Front de gauche peut porter sur le droit collectif des salariés à travers l'organisation syndicale de mettre un veto contre les licenciements, etc. Je crois qu'il faudrait, et ça manque peut-être un peu dans le programme, il faudrait revenir peut-être un peu plus offensif sur les droits des salariés, qu'ils soient syndiqués ou non syndiqués, à, je dirais, contrôler les conditions de travail, à poser des revendications et à maîtriser certaines conditions de travail, par exemple, dans des situations très difficiles, le droit d'arrêter un chantier, le droit d'arrêter une machine si elle est trop dangereuse, etc. Et en matière d'organisation du travail, parce que c'est ce qui aujourd'hui, je crois, pèse peut-être le plus lourdement sur les salariés, tellement la pression pour la vitesse, pour le toujours plus, le toujours plus vite, etc. Il faudrait qu'en matière d'organisation du travail, les salariés puissent disposer de quelques instruments pour maîtriser un minimum ça. En tout cas, je crois que si les conditions se réunissent dans les mois et les années qui viennent, et j'espère que ça le sera, c'est une des revendications, à mon avis, qu'il faudrait porter aux côtés de celles qui sont exprimées déjà dans le programme du Front de gauche, à savoir le droit de veto, plus de pouvoir pour les comités d'entreprise, etc., etc. Je regrette d'abord que ce sujet n'a pas été beaucoup développé pendant notre campagne. J'invite tout le monde à relire la page 45 de notre programme, car pour moi c'est la question, c'est la mesure la plus révolutionnaire qu'on pourrait mettre en œuvre après la sécurité sociale. En effet, avec actuellement tout le monde, tous les partis, on parle soit sécurité d'emploi de formation, Sarkozy parle de sécurisation de parcours professionnel, idem Hollande, tous les syndicats, tout le monde il est d'accord qu'il faudrait la sécurisation de parcours professionnel, et selon notre terminologie, c'est sécurité d'emploi ou de formation. Donc c'est une idée que depuis 1995 a été émise sur, disons, dans le bagage théorique par Paul Boccarat, éminent économiste communiste, et que tout le monde après a adopté et forcé à adopter. Donc qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec cette... Car c'est pas clair qu'est-ce qu'on revendique. Car avec cette mesure, on veut que le salarié ait un revenu garanti à vie. Donc, j'ai entendu discuter, dire voilà, ça y est, on fait favoriser la paresse, etc. Bon, non. Par contre, la première chose que ça me vient à l'esprit, moi, c'est le droit de l'homme. C'est un droit de l'homme de manger tous les jours. Donc, si on n'a pas un travail, un revenu, on ne peut pas manger tous les jours. Ça, c'est une chose. Mais voilà, avec cette mesure, on va plus loin, car on englobe la révolution promotionnelle, donc la baisse de la production actuellement pourrait peut être effectuée
par les machines à 90%, donc la durée de travail ça diminue, et cette mesure, elle tient en compte voilà, cette diminution du temps de travail. Dans ce qu'on a vu, là, les gens qui sont heureux au travail, pourquoi ils aiment leur travail, il y a un tas de raisons. C'est vrai qu'ils sont fiers de ce qu'ils font, la satisfaction. Ils sont contents des relations sociales. Il y a un tas de choses. Mais je crois que la chose principale qui est au cœur, c'est que ce qu'ils font, c'est utile. C'est donc ce qui est posé, c'est bien la finalité du travail. Et ça pose de sacrées questions. Et par rapport à la démocratie, le droit des salariés dans les entreprises, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et ça, c'est dans le programme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on produit? Dans les entreprises, les salariés aient le droit de décider du contenu même de ce qu'ils font des productions. Je regardais à la télé l'autre jour, il y a un reportage sur les salariés de Bugatti en Alsace. Ils font une voiture qui coûte plus d'1 million d'euros, elle marche à 400 km à l'heure, elle a 7 cylindres, et les gens étaient heureux de faire ça. J'ai envie de dire, tant mieux pour eux, mais les gars de Peugeot, les gars de chez Renault, qui ont des propositions pour un véhicule populaire, seraient bien aussi heureux si leur production était vraiment orientée vers la satisfaction de besoins populaires, c'est-à-dire de vraie utilité. La réflexion qui monte sur la gadgetisation, sur les produits qui se remplacent vite les uns derrière les autres pour produire, pour qu'ils fassent du profit. Dans les entreprises, les gens le voient en disant mais c'est du gâchis ce qu'on fait. On fait des choses qui ne servent pratiquement plus à rien. Je crois que la question de l'utilité de ce qui est produit et donc de la finalité du travail et donc effectivement de la satisfaction d'aller au boulot le matin sont des questions qu'on ne peut plus écarter. Alors je dis ça, c'est pas pour opposer emploi et travail. Moi j'ai assisté à des discussions, compris au siège de notre parti là-haut, au moment où justement on discutait du système sécurité, emploi, formation, où vraiment on coupe les cheveux en quatre parce qu'on veut opposer l'emploi et le travail. Comme Alain a dit, si tu n'as pas d'emploi, la finalité du travail, ça te concerne plus parce que tu n'as même pas d'emploi. Ben oui, non mais c'est une question de bon sens. Donc il ne faut pas opposer les deux. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire simplement emploi. Il y a les conditions de travail, tout ce qui a été dit, la reconnaissance à travers le salaire, le droit d'avoir un interlocuteur, tout ça. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on passe sur le fond. Ce qu'on fait, ça sert à quoi? Est-ce que c'est vraiment utile? Moi, j'ai travaillé dans une entreprise, dans mon métier d'origine, qui était l'optique, travaillé à la SOPLM. Ben, j'étais heureux parce que mes études m'avaient bien servi, j'étais brillant, ben, je me permets de le dire, dans mon boulot. Mais est-ce que j'étais vraiment très heureux? Ben, pas tellement, parce qu'à la SOPLM, l'optique que je faisais, c'était pour équiper les sous-marins nucléaires ou alors faire des lunettes sur les chars d'assaut. Ça ne me plaisait pas beaucoup, ça. Ça me plaisait pas beaucoup. Et je pense que c'est des questions réelles. Tous ceux qui travaillent dans des tertiaires pour faire des gadgets, pour faire de la publicité, pour faire des trucs à la con, je ne pense pas qu'ils soient très heureux dans leur boulot. Je pense que c'est une vraie réflexion à avoir sur ces questions. Jacques? Par rapport aux droits qu'on veut accorder aux salariés, aux droits nouveaux qu'on veut accorder aux salariés, et par rapport au fait aussi qu'on veut être crédible rapidement auprès des salariés. Le Front de gauche et le gouvernement qu'on a aujourd'hui, il a besoin d'être écouté, d'être rendu crédible. Et dans les mesures qu'on propose, on mesure des droits nouveaux pour les salariés, droit de veto, droit d'intervention des salariés pour parler de leurs conditions de travail, effectivement. Mais moi, il y a un droit qui coûterait absolument zéro. Ça ne coûte absolument rien au patronat, aux entreprises, c'est le droit de la protection qu'on apporte aux salariés qui ont des mandats. Les salariés qui représentent, qui sont élus. Tout à l'heure, Philippe parlait d'une camarade qui a été licenciée à Dijon.
Elle a été licenciée parce qu'elle était déléguée du personnel, membre du comité d'entreprise, et qu'elle jouait son rôle de représentant des salariés au sein de ce comité d'entreprise, et l'employeur ne l'avait pas supporté, et il l'a licenciée pour ça. Et des cas comme ça, il y en a aujourd'hui 12 000 sur le bureau du ministère. À ce jour, il y a 12 000 salariés qui sont protégés, soi-disant protégés, et dont le sort est suspendu aux décisions du ministère. Donc, des droits nouveaux pour les salariés, oui, effectivement, mais protégeons, permettons véritablement aux salariés qui s'impliquent hein, dans l'activité syndicale régulière, qui s'impliquent, on parlait de l'amélioration des conditions de travail, le droit de retrait, il existe dans l'entreprise, il existe dans le Code du travail aujourd'hui. Un salarié peut très bien, qui considère que sa situation de travail porte atteinte, ou peut porter atteinte à sa santé, a le droit de dire, moi je refuse de travailler dans ces conditions-là. Et celui qui le fait, je lui donne pas cher de sa peau. Et je lui donne pas longtemps à rester dans l'entreprise aujourd'hui. C'est la réalité malheureusement. Donc il y a besoin de protection, d'une véritable et réelle protection. Et ça coûte 0 francs, ça coûte rien du tout. Et on serait, par rapport à la crédibilité qu'on veut apporter auprès des salariés, comme des phares, des signes forts, je pense que ça serait un signe fort. Et dans les propositions que le Front de gauche pourrait faire très très rapidement, c'est en direction des élus, stopper tous les licenciements des élus. On peut véritablement dire non. Ça, c'est interdire les licenciements des élus aujourd'hui. Il ne doit plus y avoir élus qui soient licenciés, qui perdent son emploi, parce qu'il a accepté de prendre des responsabilités et de défendre ses collègues. Voilà. C'était surtout par rapport à ça. Évidemment, tout ce qu'on peut tout de suite mettre qui pourrait être appliqué demain, si l'Assemblée nationale est majoritaire à gauche, et nous espérons avec beaucoup de députés du Front de gauche qui seront combatifs, qui n'auront pas peur de s'affronter au diktat du patronat, excusez-moi de ce terme, mais vrai, quand on entend ce qui se passe, y compris sur Intermarché par rapport au Super U, peu importe, hein, je ne vais pas cibler un magasin par rapport à un autre, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est le patronat qui a tout le pouvoir, quoi. Donc il y a quand même des règles à réaffirmer, à appliquer, parce que cette loi là sur la protection des responsables, des représentants des salariés, elle existe. Maintenant, il faut aussi appliquer tout ce qui est du droit de protection des salariés, de leurs représentants. Donc je pense qu'il y a tout ce qui peut être mis, à mon avis, très rapidement voté. Même on peut utiliser des décrets. Hein, donc on pourrait bien faire un décret pour dire on supprime tous les licenciements des 12 000 syndicalistes, mais aussi des lois qui rapidement permettraient, non seulement elles n'auraient pas de coûts financiers dans les budgets nationaux, hein, je ne suis pas pour celle qui va dire qu'il faut réduire les dépenses publiques, mais en même temps qui permettraient aussi de voir l'avenir, parce que parier sur l'intelligence des salariés, ça nous permettrait des stratégies industrielles, mais aussi déjà dans les services publics, autres que ceux qui viennent ceux qui sont en train de liquider l'industrie dans notre pays. Donc voilà, je pense qu'il faut peut-être qu'on regarde, évidemment, dans 3-4 jours, on va voter, hein, un premier tour, après le 17 juin, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue tous les liens, toutes les discussions, etc. Et qu'est-ce qu'il va falloir pousser pour que demain l'Assemblée nationale prenne des mesures qui fassent avancer la vie quotidienne des gens et puis l'avenir du pays. Donc moi je vous engage à ce qu'on reste en lien. Moi je pense un petit peu qu'après cette campagne-là, notamment sur les questions pouvoir d'achat, emploi, droit des salariés, peut-être qu'on pourrait lancer, avec les députés que nous aurons en France, des ateliers législatifs, bon, le groupe paraît un peu pompeux, mais en tout cas d'avoir des chantiers de mobilisation nationale. On voit les licenciements boursiers, et il n'y en a pas pour longtemps à voter la loi, elle est déjà écrite, tout ça. Donc il suffit de la ressortir, de changer la date et de la passer à l'Assemblée nationale. Vous avez vu que la présidente du groupe au Sénat du Front de gauche et le président du groupe des députés du Front de gauche ont interpellé le Premier ministre pour lui demander une moratoire sur tous les plans en cours de licenciement, et que rapidement en juillet, il y a à l'ordre du jour, à l'ouverture de la session parlementaire, l'examen et le vote de cette loi-là. Donc je pense qu'il y a quelques chantiers comme ça qui sont à portée de main, pas pour en rabattre sur nos objectifs, mais qui sont crédibles, ce que tu as dit, qui sont crédibles dans la tête des salariés
et qui peuvent être tout de suite pris, évidemment, après qui nous permettent de faire levier, marchepied, pour continuer les combats pour l'émancipation humaine. Voilà, bah écoutez, moi je vous invite à ce qu'on trinque, qu'on boive le verre d'amitié, qu'on discute. Je sais qu'il y avait quelques camarades qui voulaient des affiches, j'ai amené aussi des tracts.